Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui, on va parler du troisième genou à John Cena. On va parler du charisme incroyable de CM Punk et de John Cena, encore une fois, de tout ce qui s'est passé les dernières semaines. Puis aussi, on va parler des finishers qui finissent plus. On commence. Parce que je crois en Luciani. Parce que je crois en Luciani. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Donc, je suis sur la route comme d'habitude. Mes enfants sont avec moi aujourd'hui, mais vous les voyez peut-être pas. Puis si vous les voyez, ben c'est ça qui est ça. Et le dernier épisode, c'est celui que j'avais fait sur la TUW, la Tedford Ultimate Wrestling. Puis depuis cette fois-là, hey, le copropriétaire de la ligue a vu la vidéo et a entré en contact avec moi pour, à travers un de ses collègues, pour nous offrir à toute la famille un traitement VIP pour le prochain événement gala de lutte. Ça s'appelle March Madness. Puis je suis vraiment reconnaissant et vraiment content de ça. Et je disais à la blague à ma femme, du haut de mes 6 subscribers sur YouTube, tu vois, mon podcast, ça commence à payer. Bientôt, on va payer l'hypothèque avec mon podcast. Donc, c'est une blague. Parce que, comme je le dis toujours, je fais mon podcast pour moi, d'abord et avant tout, parce que j'aime ça, jaser de n'importe quoi, surtout de lutte. Ce qui est un petit peu la même chose. Fait que, ce que je voulais dire par rapport à John Cena et son troisième genou, avant de parler du fait qu'il a turn heel, je pense que jusqu'à maintenant, si vous savez pas qu'il est devenu un heel, c'est parce que vous étiez sous une roche les 3 dernières semaines. Mais il y a un côté que je trouve rafraîchissant au fait que John Cena ne cache pas son balding spot en arrière de sa tête. Il y a, tu sais, je veux dire, il y a dans la NBA, il y a la blague où on dit que le meilleur comeback de tous les temps, c'est pas de Michael Jordan quand il est revenu après le baseball. Le meilleur comeback de tous les temps, c'est les cheveux de LeBron James, OK? Parce que il y a 5 ans de ça, LeBron James, il calait au milieu de la tête. Puis aujourd'hui, il y a une chasse parfaite, pareil comme s'il avait jamais perdu de cheveux. On s'entend, c'est un truc de célébrité, là, de Hollywood, probablement genre transplantation de cheveux ou je sais pas quoi. Tant mieux pour eux. I'm not shaming him or whatever. Mais de voir un gars comme John Cena, la plus grosse vedette des 20 dernières années de la WWE, arriver sur le stage avec son troisième genou, puis genre, semble-t-il, décomplexé par son bald spot en arrière de la tête. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça rafraîchissant. Donc, chapeau bas, John Cena, pour ça. Ça me faisait penser à quand j'avais vu Ryan Getzlaf dans la NHL. Je me souviens, à un moment donné, je regardais c'est 15 ans de ça, euh, Skills Contest, là, la compétition là, de toile le samedi soir dans la NHL. Puis là, t'avais Ryan Getzlaf qui était là sans son casque. Puis il avait sa belle petite couronne de cheveux avec ses cheveux qui étaient manquants. Puis j'étais avec mon ami Laurent, puis j'étais comme, il me semble que ça fait du bien de voir quelqu'un qui embrace sa tête, peu importe. Puis là, il m'avait répondu, c'est sûr, ça aide quand t'as des millions de dollars. J'étais comme, fair point, Laurent, fair point. Puis, fait que là, John Cena, un peu la même chose. Sauf que là, il y a un meme cette semaine qui a passé où on voyait comme s'il n'y avait plus de balding spot, genre, de bald spot. Fait que là, j'étais comme, ça se peut-tu vraiment qu'entre deux émissions, il a décidé de se faire de quoi? Peut-être. Hey, finalement, c'est TMZ, mon émission, hein, c'est pas Parlons Lutte, c'est-tu? Mais moi, je trouve ça drôle. Là. Je trouve ça drôle, fait que c'est pour ça que je mentionne cette information-là. Sûrement pas ce que vous attendiez. Le plus gros... On vient d'assister au heel turn le plus gros de l'histoire, selon beaucoup. Beaucoup disent que c'est un heel turn encore plus gros que celui de Hulk Hogan. Puis moi, je parle de la calvitie de John Cena. Hein, si c'est pas votre émission préférée, je sais pas c'est quoi. Hein. C'est ça, Parlons Lutte avec Luciani Libre. On sait pas de quoi ça va parler.
Fait que, pour parler un peu de ça, j'y vais off the top of the head parce que j'ai pas... j- premièrement, quel moment historique qu'on a témoigné de voir. Puis moi, je pense que c'est tellement à tout à son honneur. Quand tu dis chapeau bas à John Cena, c'est pas juste pour parler de sa qualité, c'est aussi pour dire d'accepter l'offre des writers de dire OK, man, mon farewell tour cette année, ma dernière année dans la WWE, je vais turn heel alors que j'ai toujours été quelqu'un qui était le fan favorite. Les enfants tripent sur moi. Comme R-Truth aime le dire, il est le héros d'enfance de R-Truth, même si R-Truth a 10 ans de plus que lui. Man, National Treasure, R-Truth. Puis c'était de voir, ce que j'aime beaucoup à travers les émissions de Raw et de SmackDown, c'est quand au début des émissions, suite à un pay-per-view, ils nous montrent les réactions des streamers qui regardent les émissions, qui regardent le PLE le live. Puis je trouve que c'est tellement une touche extraordinaire, genre encore une fois, Papa H is cooking, parce que c'est un peu ça, finalement, qu'on a ressenti, nous, dans notre salon, quand on a vu l'événement se produire. Quand Cody Rhodes a décidé de « Non, je vendrai pas mon âme à The Rock ». Puis John Cena qui fait comme semblant de célébrer en disant comme « Dans tes dents, The Rock », pour finalement réaliser que The Rock et John Cena sont de mèche. Et vous l'avez vu, ils ont tabassé Cody Rhodes comme ça se peut pas. Fait que moi, je suis comme, man, bravo John Cena, puis en même temps, dans le sens où d'avoir accepté, tu sais, ou d'avoir été avec le flow pour dire, OK, on va faire ça. Oui, je vais devenir un heel. Puis de voir les gens réagir dans leur salon, dans les débuts des émissions de Raw ou de SmackDown, crier, capoter, puis tout ça. On voit les enfants qui braillent, style, une compilation d'enfants qui pleurent dans leur salon parce que John Cena est rendu un méchant. Euh, c'est pas drôle, mais c'est fucking drôle, tu sais. Puis moi, je trouve ça tellement bien fait de la part de la WWE parce que ça nous fait, nous, parce que quand on voit les streamers réagir comme ça, c'est comme si on était dans le spectacle parce que on a réagi de cette manière-là, tu sais. Fait que moi, je les connais pas nécessairement, les streamers qui montrent, mais quand je les vois, je fais comme, je me sens part of the show parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, tu sais. Puis, parlant de R-Truth, justement, qui disait, il a dit, par la suite de cet événement-là, genre, sur X, il a dit des gens qui disaient que John Cena était devenu un méchant après ce qui s'était passé cette soirée-là à Elimination Chamber. R-Truth qui répond « Ne sautons pas aux conclusions ». Puis encore, il s'accroche à « C'est peut-être un malentendu que John Cena est devenu un heel ». Fait que ça, je trouve ça tellement génial de voir ça, là. Parce que ça, c'est un autre point, tu sais, où on voit les superstars de la WWE échanger l'un avec l'autre sur les médias sociaux, alors que sous l'ère de Vince McMahon, ils ne pouvaient pas faire ça, tu sais. Maintenant, ils ont le droit d'utiliser leurs propres réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion. Puis souvent, ce que ça va faire, c'est que il y a du drama ou des événements comiques qui continuent en dehors des émissions du lundi et du vendredi. Et des petits joyaux comme ça, des petits bonbons, tu sais. Un autre exemple de ça, c'est Bianca Belair. Là, ça, c'est l'autre histoire qui vient d'avoir un turn. Puis j'avais dit dans une émission précédente, est-ce qu'ils vont oser faire Naomi devenir une heel? Puis parce que j'étais comme ça, va faire deux, comme avec New Day dans la même année, qui deviennent de personnages très funny, pop, puis tout ça, flashy à devenir heel. Fait que je doutais qu'elle allait le faire. Puis ils l'ont fait. Là, il y a des théories du complot, puis il y a des conspirations. Bon, on s'en reparle dans 2 secondes. Mais ce que je voulais dire par rapport aux réseaux sociaux, c'est que Liv, à un moment donné, Bianca Belair, elle écrit quelque chose sur son réseau social, comme quoi, genre, elle est en train de chiller quelque part, je sais pas trop quoi. Puis Liv Morgan lui répond, elle dit Regarde, c'est bien beau
ben beau que tu chill, mais il me semble que tu me dois des excuses, esti, parce que Bianca, elle accusait évidemment Liv Morgan tout ce temps-là d'avoir été cette personne-là qui a jump Jade Cargill. Puis finalement, ben c'est ça. Bianca répond I'm so sorry, Liv, I had no idea, tu sais. Fait que, tu sais, c'est rien de grandiose. C'est juste que un échange pertinent par rapport au storyline qui se déroule sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment très 2025. Puis je trouve que pour un gars pour une superstar des années 90 en Triple H, le Paul Lévesque, d'être capable de faire cet ajustement-là, je trouve ça tellement génial, tellement... écoute, il est bon, man. C'est ce que je te dis, il est bon. Fait que bravo encore pour lui par rapport à ça. Puis avant de parler des finishers qui finissent plus, donc la théorie du complot par rapport à Naomi et Jade et Bianca Belair, il y en a qui disent que c'est peut-être vraiment Bianca Belair qui l'a fait, puis qu'elle fait juste jouer la comédie, puis qu'elle aurait juste comme donné des ordres à Naomi pour jumper Jade, puis que c'est genre une grosse conspiration qu'on va apprendre le plot twist juste avant WrestleMania. Puis quand je l'avais lu, c'était mieux expliqué que ça, parce que c'est crissement tiré par les cheveux, parce que pourquoi est-ce que Jade elle aurait jump? Pourquoi est-ce que Jade elle aurait battu? Ah non, c'est pas ça qu'il disait. Excuse-moi, ça fait plus de sens, parce que j'allais dire que pourquoi Jade elle aurait battu Naomi si elle l'a vu que c'était pas elle, tu sais. Mais finalement, non, la théorie du complot, conspiration, ça serait que c'est vraiment Naomi qui l'aurait jumpé, mais sous les ordres de Bianca Belair. C'était ça. C'est comme si Bianca Belair, elle avait dit à Naomi de faire ça à Jade, puis que là, elle fait semblant, genre, de pas le savoir, puis de tout ça, puis que c'est comme une entente qu'ils ont entre elles. Là, ça a plus de sens si c'est ça. Mais en même temps, ça reste tiré par les cheveux. Probablement que c'est vraiment Naomi qui l'a fait. Moi, je trouvais que le segment sur le ring était très bon. Les deux filles qui se sont confrontées par rapport à ça. Il y a du monde en ligne qui chiale encore par rapport à que c'était du broyage puis tout ça. Je dis, mais Chris, je veux dire, c'était bon comme segment. Là. Je comprends pas pourquoi le monde chiale. Je veux dire, est-ce que c'était du grand Hollywood? Non. Mais est-ce que c'était du acting poche? Non plus. Tu sais, c'était pour des lutteuses, honnêtement, quand même très respectable comme segment puis comme acting. Je trouve. En tout cas, bien suffisant pour ce que WWE nous propose comme produit. Parce qu'au final, c'est pour nous, c'est une confrontation ultérieure qui s'en vient à WrestleMania. Fait que moi, je me dis, si tu t'attends à voir tout le temps des performances à la Hollywood, c'est parce que là, attends une minute, là, c'est pas le mandat premier des lutteurs. C'est un de leurs mandats d'être bon au mic, mais c'est aussi d'être bon dans le ring puis d'avoir tout le reste qui vient avec. Parlant du reste qui vient avec, charisme, CM Punk et John Cena. Moi, John Cena, honnêtement, il a évolué dans toute la partie où moi, j'étais plus vraiment à l'écoute de la WWE. Puis c'est étonnant parce qu'il a été là pendant 20 ans. Mais moi, je vous l'ai dit, le dernier Rumble que j'ai regardé, c'est celui de 2004. Fait que je savais que John Cena était la grosse vedette de la WWE pendant toutes ces années-là, mais je ne suivais pas la WWE pendant toutes ces années-là. Fait que son personnage me semblait bien intéressant et bien funny, mais j'en connaissais pas plus que ça par rapport à lui. Fait que là, de le voir au mic en ce moment, parce qu'on a toujours dit qu'il était bon au mic, c'est impressionnant de le voir aller. Puis c'est pas pour rien qu'il est rendu vedette à Hollywood puis dans les films et tout ça. Il est vraiment bon au micro. C'est impressionnant. Puis puis ce qui me fait faire le pont avec CM Punk aussi, parce que CM Punk, depuis qu'il est revenu, j'ai bien apprécié ce personnage-là, parce que la raison primordiale pour laquelle j'ai trouvé cool comme personnage, c'est d'abord à cause de justement ses mic skills. CM Punk, man, on dirait qu'il wing ça, man. Il est tout le temps en train de faire du freestyle.
on dirait pas qu'il y a un script ou un texte qu'il a appris, tu sais. Fait que le premier Raw après Elimination Chamber, CM Punk, c'était le premier qui est revenu sur ce qui s'est passé quand ils ont tabassé Cody Rhodes. Puis CM Punk, il a parlé à la foule, il a parlé à nous à la maison, puis ta façon qu'il a réussi à parler de cet événement-là, c'était tellement bon. Moi, je dis, Chris, man, c'est pour ça que CM Punk, il est où ce qu'il est, parce que physiquement, il est pas une bête, mais il a un charisme. Un charisme qui s'achète pas, tu sais. Moi, des fois, genre, tu sais, genre, on voit les annonces de Legends and Future Greats quand on regarde la WWE, genre le show de télé-réalité où on a les légendes qui enseignent à des nouveaux qui vont peut-être percer dans l'industrie. Puis on leur dit, OK, maintenant, cut une promo, maintenant, fais ci, comme ça. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de coaching qui vient avec. Puis, j'ai rien contre. Mais c'est comme, ça me fait penser un peu à l'École nationale de l'humour au Québec, où on va apprendre justement pour comment faire des bons punchlines, comment comme faire des bonnes chutes, comment connecter avec le public, et tout ça. Puis tu sais, c'est super bon, là, tu sais, don't get me wrong. Mais quand t'as du monde qui l'ont, ils l'ont. Puis pas qu'ils s'amélioreront pas en ayant du coaching, mais ils en ont pas vraiment besoin. Genre Sam Breton, l'humoriste, il en parlait à un moment donné à Tout le monde en parle. Puis il disait, c'était peut-être dans une autre émission à la radio, j'écoutais, il disait que pendant qu'il était à l'École nationale de l'humour, il disait, allez pas faire des spectacles tout de suite, vous allez pas faire les bonnes choses, puis tout ça. Puis il était comme, man, moi je suis là pour faire de l'humour. J'ai le goût d'aller faire de l'humour, je vais aller faire de l'humour. Tu sais, il disait, il avait peur qu'on prenne des mauvais plis, puis il dit, je comprends. Il dit, mais moi, je sais que je suis drôle, j'aime ça, puis j'ai le goût d'y aller. Puis il comprend quand même le point puis de l'École nationale de l'humour qui était comme, ouais, mais c'est parce que dans les bars, comment les gens rient, puis comme dans les spectacles, c'est pas la même place. Puis tu sais, il faut que tu sois capable de savoir pour pas juste faire de l'humour de bar, puis que ce soit aussi de l'humour pour les spectacles, puis tout ça. Il dit, regarde, I get it. Il dit, mais à un moment donné, tu m'empêcheras pas d'aller faire des spectacles, là, tu sais. Puis il a un charisme naturel, Sam Breton, tu sais. On le fait, tout le monde en parle quand il était venu. Puis et à un moment donné, il en parlait. Il disait, tu sais, il y a du monde que, puis quand tu commences dans le milieu de l'humour, tu vas faire des événements corporatifs. Tu vas faire des shows d'humour pour des parties de Noël de bureau, mettons, tu sais. Puis il dit, ça, c'est la meilleure école en soi, parce que quand tu arrives là-bas, là, le monde, ils s'en calissent vraiment de toi. Ils sont comme, moi, je veux mon punch alcoolisé, esti. Je veux mettre ma cravate autour de ma tête, puis je veux faire le fou, je veux déconner. Ils sont pas là pour toi. Ils sont pas venus pour toi, ils sont venus pour décrocher, puis ça donne que toi, t'es là pour faire un spectacle. Et tu fais que ça, c'est une ambiance qui est très, très, très difficile à gérer parce que c'est pas comme un spectacle où les gens ils ont acheté leur billet pour venir t'écouter. Et tu fais que moi, ce que je fais quand j'arrive, souvent, ça peut être dans une place où, genre de bowling ou que la compagnie a loué, puis il y a des télés, ou dans un bar, puis il y a plein de télés, puis tout ça. Et moi, j'arrive là, première chose que je fais, je vais voir la barmaid, puis je dis, faut que tu éteignes toutes les télés parce que là, ça va être mon spectacle. Puis la plupart du temps, ils me disent, ben là, je peux pas faire ça. Mais tu dis, pourquoi tu peux pas faire ça? T'as pas la manette? Genre, tu sais, genre, voulant dire, oui, tu peux. Tu sais, c'est comme encore lisse qu'on t'a dit que tu pouvais pas, mais encore lisse que les clients vont. Il y en a certains qui vont dire, ben là, j'écoutais ça, mais encore lisse, j'ai un show de 30 minutes à faire, puis c'est pas vrai que je vais le faire pendant que le monde il regarde du coin de l'œil, c'est quoi le score à la télé. Il dit, fait que oui, tu peux, puis tu les fermes. Fait que là, il fait fermer toutes les télés à madame, à la barmaid, excusez. Puis après ça, quand il arrive sur le stage, il dit à tout le monde, OK, on s'en vient ici, on s'en vient ici. Puis là, il dit tout de suite, il commence à faire des jokes sur quelques personnes qui ont des grandes gueules dans la salle. Il les a spotés d'avance, puis ceux qui ont l'air d'avoir des plus grandes gueules, il dit, comment tu t'appelles, toi, Gérard? Gérard, ah, mon Gérard, tout le temps, Gérard, hein, tout le temps, Gérard, qu'il faut à marre. Puis là, ça fait rire tout le monde, parce que le monde, il connaît Gérard. Puis là, Gérard, lui, il se ferme sa gueule, parce qu'il est en train de se faire call-out par le gars sur le stage qui a le microphone. Fait que, à la place d'essayer à la place de pas écouter puis d'avoir sa en gueule, là, il se tient tranquille parce que il veut pas être la risée nécessairement, tu sais. Fait que, tu sais, ça sent Saint-Bois, man, mon frère, là, tu sais. Fait que, c'est un détour, mais que je trouve pertinent parce que CM Punk, c'est ça qui amène.
Il arrive là, man, tu lui donnes le mic, puis il est comme, donne-moi même pas le script, je m'en occupe. Fais juste me dire c'est quoi tu veux comme émotion qui soit ressentie par les téléspectateurs, puis je m'en occupe du reste. Tu sais, puis pour ça, il est meilleur que LA Knight. Parce que LA Knight aussi, il est bon au micro. Mais à Barcelone, la semaine passée, il a dit de quoi au début, genre en pensant faire une joke, mais ça a comme viré au vinaigre, là. Hein, parce que le monde, il était vraiment loud. Le monde, ils chantent, puis ils font des chants en Europe, tu sais, comme c'est très différent des crowds aux États-Unis. Puis à un moment donné, il a été dans l'ironie en disant il dit c'est en tout cas là, les foules ici ne sont pas terribles, tu sais. Puis c'était de l'ironie, mais ça sonnait pas comme de l'ironie. Puis c'est clair que c'était ça, parce que la foule était fucking into it depuis le début. Mais pendant comme 5 secondes, là, il y a eu quelques huées, puis ça a fini viré. Fait que là, il s'est tout de suite reviré sur un scène en retournant à sa gimmick, puis en disant comme L.A. Knight, yeah! Puis là, pour faire embarquer le monde, puis revenir. Mais tu sais, CM Punk, il l'aurait pas échappé. Il l'a pas échappé, L.A. Knight, mais il l'a presque échappé, pour vrai. Puis moi, si j'avais été en coulisses, j'aurais dit, bro, fais pas ça, man. Même si c'est de l'ironie. Tu veux pas comme aller dans le sens contraire du poil des gens qui sont en train de t'acclamer. Surtout si t'es un babyface. Si t'es un heel, c'est ça ta job. Comme quand Gunter il arrive, puis la première chose qu'il va dire, c'est Barcelona, ça pue, tu sais. C'est ça qu'il va dire en embarquant sur stage. Il dit, moi, si c'était pas 17, si c'était pas que j'étais obligé, je serais jamais venu dans cette crise de trou-là, tu sais. Fait que les heels, ils font ça, puis c'est ça qu'on attend d'eux. Mais si t'es un face, fais pas de l'ironie, mon chum, man. C'est pas ça ta job. Ta job, c'est de hype up la foule. Puis là, LA Knight, il l'a presque échappé. Fait que, alors que CM Punk, il l'aurait pas échappé comme ça, là. Fait que moi, c'est ça que j'apprécie de voir de ce gars-là. Et je comprends pourquoi il est où ce qu'il est dans le business. OK? Puis à la limite, tu sais, cette semaine, j'ai vu des entrevues avec la grande vedette de la AEW, Will Ospreay. Puis ce gars-là, ça a l'air, il est rendu à comme 39 matchs ratés 5 étoiles. Parce qu'il est impressionnant, Chris, le gars, là. Tu sais, pour vrai, si tu... Excuse-moi, j'ai vu une voiture qui manquait de vite. C'était drôle. En tout cas, Will Ospreay, il est très impressionnant in-ring, OK? Mais est-ce qu'il y a ce que CM Punk amène? Il faudrait que je regarde plus de AEW pour m'en rendre compte, parce que ça a l'air que c'est un des plus gros lutteurs, là, selon ben des classements. Il est classé beaucoup plus haut que la majorité des lutteurs de la WWE. Mais voilà, CM Punk, c'est ça qui amène. Tu lui donnes un micro, il s'en occupe. Tu sais, fait que moi, c'est le charisme que John Cena amène, le charisme que CM Punk amène, c'est des choses CM Punk, c'est des choses qui ne s'inventent pas, c'est des choses qui ne s'enseignent pas, tu sais. Fait que là, j'ai dit en entrée de l'émission que j'allais parler de John Cena et de son troisième genou, c'est fait. J'ai dit que j'allais parler du charisme de CM Punk et de John Cena. Et ben rapidement, parce que là, l'émission va se... J'ai bien l'autre point que je ferais, mais rapidement, les finishers qui finissent plus. J'ai vu un commentaire sur Internet qui disait ça. Il dit, c'est-tu moi ou un move qu'on appelle un finisher, c'est supposé finish le match. Puis que de plus en plus, les finishers vont être faits comme une fois, 2 fois, 3 fois pendant le match. Mais c'est plus un finisher dans ce temps-là. Comme c'est soit qu'il faut qu'on arrête de les appeler des finishers ou puis qu'on les appelle des signature moves. Parce que là, rendu là, il y en a des signature moves. Genre le 619 de Rey Mysterio. C'est un signature move, mais c'est pas un finisher. Ça n'a jamais été un finisher. Fait que c'est legit. Tu peux en faire 2 puis 3, puis on s'attend pas à ce que ton move finisse le match. Mais si tu fais un finisher, puis que la personne elle se relève comme si c'était rien passé, puis que tu refais un autre finisher, puis qu'après ça, la personne kick-out encore, puis que tu refais une troisième fois un finisher, puis que Chris pas encore fini le style match, ben tabarnak, ton finisher, il est de la merde. Ou celui qui a scripté le combat, il l'utilise pas de la bonne manière, parce que moi, voir Rhea Ripley faire 3 riptides de suite pour
peut-être finir le match, ça enlève un petit peu c'est quoi l'expression, là? Ça enlève un peu de glamour, c'est pas ça le mot que je cherche. Quand on va réécouter l'émission, je vais dire tabarnak, c'était ça le mot, puis là, je le trouve pas. Mais de lustre, voilà. Ça enlève beaucoup de lustre au finisher. Fait que dans les dernières semaines, il y a eu le Kiss of Death de Bianca Belair, de Liv Morgan. De Bianca, ouais. Bianca a fait le KOD, son Kiss of Death, son Liv Morgan, genre 3 fois avant que ça fonctionne. CM Punk a fait son GTS, son Go to Sleep, 1 million de fois sur Logan Paul avant que ça marche. Après ça, c'est quoi, là? Il y a le Blunt Force Trauma, le BFT. En tout cas, vous remarquerez, puis moi, ça me gosse. C'est un irritant que j'ai en ce moment. Appelle ça un signature move, fine. Ne dérange pas que tu le fasses 8 fois. Mais si c'est ton finisher, faut que ça soit efficace. Puis, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument qu'à chaque fois qu'un lutteur fasse un finisher, que ça soit la fin du match. Parce que je comprends qu'on veut amener des surprises, puis des retournements de situation, puis de dire « Holy shit, j'étais sûr que c'était fini, puis c'est pas fini. » Fait que ça, c'est legit. Mais sauf que si c'est overdone, ben, on est en train d'enlever tout le lustre du finisher pour finalement que ce soit juste un autre move parmi tant d'autres dans le coffre à outils de ce lutteur ou de cette lutteuse-là. Fait que je suis arrivé, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, guys. Alors, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine et c'était Shani Roy, a.k.a. Luciani Libre, si j'étais luchador, et c'était un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. That's awkward. Parce que je fais pas de editing après, fait que là...